m'avez invité aujourd'hui, c'est plutôt en tant que président du comité d'éthique de l'INSERM. Et donc, on va essayer de parler de questions d'éthique. Et je voudrais dire que je suis très, très heureux d'être venu aujourd'hui, surtout avec le temps qu'il fait, surtout avec le paysage. Mais c'est un peu dommage de conclure, même si ça arrange bien mon emploi du temps. Parce que, en fait, l'éthique, c'est pas un supplément d'âme. C'est pas en plus la cerise sur le gâteau. L'éthique, c'est pas des règlements qui sont contraignants. On va peut-être parler de quelques lois ou de quelques règlements. C'est une manière de penser les choses. Et c'est une manière de penser les choses qui aide à la manière de concevoir des projets de recherche. Et le but du comité d'éthique de l'INSERM, c'est d'abord d'essayer de promouvoir cette vision dynamique, positive et a priori de l'éthique. Donc, je vous ai mis ces 3 phrases de Paul Ricoeur parce qu'elles résument bien l'idée dans laquelle le comité d'éthique de l'INSERM et, pour bien connaître Michel Leduc, le comité d'éthique du CNRS fonctionne. Paul Ricoeur dit que dans les 3 pôles de l'agir, alors c'est l'agir selon Paul Ricoeur, et c'est un débat qu'il y a avec l'agir communicationnel de Jonas, c'est un débat de philosophie du XXe siècle. Il y a 3 pôles, et qui sont essentiels. Ma liberté, la façon dont je détermine mon autonomie, ta liberté, on ne peut concevoir aucune liberté individuelle sans la liberté de l'autre, et puis la règle. Et la règle, ça va être les lois que les institutions de recherche, que la société va mettre en place. Et il y a cette phrase de Paul Ricoeur qui est essentielle dans la conception qu'on peut avoir de l'éthique, qui est que j'entre en éthique quant à l'affirmation par moi-même de ma liberté, j'ajoute la volonté, ma volonté, que la liberté de l'autre soit. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas laisser faire, c'est pas la liberté, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Non, ma liberté comprend une dimension qui est la liberté de l'autre. Et je pense que quand on fait de la recherche en santé, quand on s'occupe de questions d'industrie pharmaceutique, quand on s'occupe de soins, on est typiquement dans cette interaction permanente, dans ce double lien permanent qui fait que nous travaillons pour faire avancer des connaissances. Nous sommes très heureux quand ces connaissances peuvent avoir une dimension translationnelle. Inversement, l'industrie pharmaceutique travaille pour mettre au point des procédés de soins et des médicaments qui peuvent être utiles aux patients et qui, lorsqu'ils sont utiles aux patients, acquerront leur double valorisation, valorisation sociale et valorisation économique. Donc, la liberté, elle ne s'entend que dans un espace à multidimensions, au moins 2 dimensions. Et pour une institution comme l'INSERM, l'éthique, c'est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres. On ne peut pas considérer quoi que ce soit sans considérer la collectivité. Et je pense que s'il y a une chose que nous apprennent les big data, ou que sous-entendent les big data, c'est qu'on doit avoir aujourd'hui une approche systémique de tout ce qu'on fait, une approche systémique de nos données, des résultats de notre recherche, mais aussi une approche systémique de notre place dans la société. Donc une visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes, c'est ce qu'on essaye de le faire le mieux possible à l'INSERM, mais il y aura la première journée annuelle du comité d'éthique de l'INSERM tel que je le préside et tel que François Hirsch m'aide à l'animer, mardi prochain, le 17 juin, à la HEGP. Il faut s'inscrire, mais c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Le matin sera consacré aux neurosciences. Petit conflit d'intérêts avec mon propre laboratoire, vous imaginez bien, mais on a invité Judy Ellis, qui est la chaire de neuroéthique du Canada, et Jonathan Montgomery, qui est le président du No-Field Council, qui est le Conseil d'éthique de Grande-Bretagne. Donc vous voyez qu'on n'a pas joué boutique. Et l'après-midi, les notes du comité. Alors, on revient sur cette question qu'on peut considérer les lois de bioéthique ou les règles de bioéthique comme des contraintes. En fait, il ne faut pas les considérer comme ça. Il faut les considérer d'une part dans leur histoire et d'autre part dans leurs objectifs. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans leur histoire ?
quand est-ce que tout ça a commencé? On pourrait dire tout ça a commencé avec les horreurs nazies dans les camps de concentration, les procès de Nuremberg et le premier code de bioéthique, le premier code de comportement en matière de santé, le premier code qui considère les personnes, les sujets se prêtant à la recherche, c'est le code de Nuremberg. Et ce code de Nuremberg, c'est vrai qu'il a donné plus tard la déclaration d'Helsinki, faite par l'Association médicale mondiale, code de déclaration d'Helsinki, dont on fête cette année les 50 ans. En fait, il faut resituer les choses dans la réalité des progrès en sciences de la vie dès le tournant du XIXe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un cousin de Darwin, Galton, est le premier à essayer d'utiliser les résultats de Darwin sur la théorie de l'évolution pour l'étendre au champ social. Darwin dit mes observations me conduisent à observer que les animaux qui se développent le mieux sont ceux dont les caractéristiques sont adaptées le mieux à l'environnement. Mais on sait bien que l'évolution ne choisit pas. Mais Galton, lui, va dire non, les riches sont riches parce qu'ils sont sélectionnés pour l'être et les pauvres sont pauvres pour être sélectionnés pour l'être. Donc on a la première instrumentalisation de données de la recherche scientifique pour une utilisation sociale. Ça va se développer avec l'eugénisme au tournant du siècle. Et l'eugénisme provoquera des catastrophes humaines monstrueuses. C'est des centaines de milliers de personnes, malades mentaux, personnes avec des maladies rares, qui seront stérilisées aux États-Unis, en Scandinavie, dans différents pays, pour éviter de reproduire des tarés. Ça se passe dans les années 1910, 1920, 1930. On donnera en 1940 le prix Nobel à Egas Moniz, neurochirurgien portugais, pour la lobotomie. Parce qu'un certain nombre de maladies mentales sont considérées comme des tares ou comme des dangers. Et un comportement social comme l'homosexualité est considéré comme un crime dans la plupart des pays occidentaux jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça l'est encore dans certains pays aujourd'hui. Donc, vous voyez, malheureusement, on n'a pas attendu les crimes nazis pour se rendre compte que les avancées dans le champ des sciences de la vie ou dans les connaissances en sciences de la vie ou dans les recherches en sciences de la vie pouvaient aboutir à des catastrophes sociales. D'où la nécessité d'un encadrement. Et ça va se développer encore une fois à cause des techniques et des technologies dans le courant des années 50. Qu'est-ce qui se passe dans le courant des années 50 ? Eh bien, par exemple, en Californie apparaissent vers 1955 les premiers appareils à dialyse. Quand vous avez un appareil à dialyse, ou deux, ou trois, la question se pose immédiatement de savoir qui va avoir droit à aller sur cet appareil à dialyse. Est-ce que ça va être les plus riches ? Est-ce que ça va être ceux qui habitent à côté de l'hôpital ? Est-ce que ça va être ceux qui connaissent le médecin, qui connaît le responsable de la dialyse ? Tout de suite, les questions se posent. Tout de suite, on se rend compte que le corps médical ne peut pas répondre seul à cette question. Et tout de suite, vont être mis en place des comités d'éthique pluriels, c'est-à-dire comprenant des scientifiques ou des médecins et également des personnes du grand public. Puis ensuite, ça va être un Français, Mollaret, chef de service d'anatomopathologie à la Salpêtrière, qui, dans le contexte des progrès de la réanimation à la fin des années 50, va essayer de définir les critères de mort. Parce que jusqu'à ce moment-là, la mort, c'est l'arrêt cardiaque. Mais grâce aux techniques de réanimation, on sait bien qu'on peut garder un corps en vie longtemps. On continue à en discuter aujourd'hui au CCNE sur les questions de la fin de vie. Eh bien, Mollaret va définir un certain nombre de critères qui deviendront en 62 les critères d'Harvard, qui définiront la mort comme la cessation d'activité du cerveau. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure des découvertes, des avancées, des progrès médicaux, se posent des questions nouvelles qui n'étaient pas posable avant la réanimation. On ne se posait pas la question de comment on était capable de définir la mort. Avant la question du prélèvement pour greffe, on ne se posait pas la question de l'encadrement des prélèvements pour greffe. C'est grâce ou à cause de ces progrès médicaux qu'il faut mettre en place des lois
pour encadrer les techniques médicales qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique de la personne, que ce soit les prélèvements d'organes ou les prélèvements de cellules, les données ou les recherches qui peuvent porter atteinte à la vie privée des gens. Vous savez, par exemple, par rapport au big data, comment aujourd'hui on prend des protections terribles pour l'anonymisation des données afin que quelques geeks ne remontent pas directement à l'identité des personnes, ce que l'an dernier, un certain nombre de gens ont démontré en mettant en péril les données du NIH, parce qu'il suffisait du prénom et de l'état de naissance des gens pour qu'ils arrivent à remonter à la famille auquel ils appartenaient sur un jeu de données génétique. Donc, les atteintes à la vie privée et les conséquences de ces atteintes à la vie privée, par exemple, pour le travail ou pour le droit à l'assurance. Et puis, tout ce qui intervient sur le processus vital, c'est tout ce qui entoure le début de la vie, les techniques de procréation médicalement assistée, et tout ce qui entoure la fin de vie, dans quelles conditions on peut mourir. C'est le philosophe Michel Foucault qui disait que le basculement entre la société ancienne, celle de la royauté, dans laquelle le souverain avait comme principal droit de faire mourir ou de laisser vivre, le bouleversement démocratique, c'est avec l'acquisition des données dans les sciences de la vie, le droit de faire vivre toutes les questions autour de la procréation médicalement assistée ou de laisser mourir tout ce qui va encadrer la fin de vie. Et une révolution médicale également, c'est que jusqu'à présent, la médecine s'intéressait à une personne. C'était de quoi souffrez-vous ? Et là, on est dans l'encadrement de données des sciences de la vie qui portent sur le corps d'une personne, mais qui en général ne regardent pas cette personne. Quand vous faites un prélèvement de cellules, quand vous faites un prélèvement d'organes, c'est au bénéfice d'une autre personne. La question se pose, par exemple, aussi dans la note qu'on va rendre sur la recherche sur l'embryon, de savoir si la recherche sur l'embryon au bénéfice de l'embryon, c'est-à-dire au bénéfice de l'amélioration de techniques de procréation médicalement assistée, fait simplement sens en termes de sémantique. Est-ce qu'on peut parler pour une recherche sur l'embryon d'une recherche faite au bénéfice de l'embryon ? Vous voyez bien qu'on est sur des pratiques médicales, soins et recherche, qui mettent en jeu le corps au bénéfice en général d'un ou d'une autre personne. Et donc ça remet en question, ou ça remet en perspective, et c'est pour ça que je vous parle d'un a priori plutôt qu'un a posteriori, ça remet en perspective la tension, et il n'existe de débat éthique que s'il existe une tension, la tension qui existe entre l'autonomie, je décide pour moi-même de ce qui est bon pour moi-même, la liberté de décision et le groupe. Tous les débats que nous avons actuellement, et qui sont des débats mortifères sur la vaccination, montrent la mauvaise compréhension qu'a la société aujourd'hui de cette tension entre l'autonomie de l'individu et le bénéfice de la collectivité. La vaccination, elle se fait d'abord au profit de la collectivité, secondairement au profit de l'individu qui se retrouve protégé des maladies parce que grâce à un taux de vaccination important, on crée une barrière à la vaccination. Mais ce n'est pas pour soi qu'on se vaccine. On se vaccine pour empêcher que globalement les gens soient contaminés. La diminution dramatique depuis quelques années du taux de vaccination contre la rougeole fait qu'on voit réapparaître en France des épidémies graves de rougeole avec des enfants qui meurent de rougeole et des adultes qui sont atteints de la rougeole, chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années quand le taux de vaccination était plus important. Donc on a cette tension entre des droits fondamentaux, et je vous rappelle que la recherche est un droit fondamental dans toutes les constitutions des pays indépendants, et une certaine remise en cause de la possibilité et de la notion de progrès obtenu via les sciences qui amène la société à essayer d'encadrer via un certain nombre de conventions. Et la principale convention internationale, c'est la convention de l'UNESCO sur les droits de l'homme et la génétique, ou ensuite sur les droits de l'homme et les sciences biomédicales. Donc vous voyez que d'une façon liée systématiquement, les avancées de la biomédecine et les droits de l'homme sont aujourd'hui au cœur du débat de société.
De la même façon que si on réfléchit en termes économiques, cette question de la biomédecine est aussi au cœur des sociétés. Je pense qu'on a dû vous le dire ou vous en rabattre les oreilles au cours des 3 derniers jours, mais le soin, la santé, tout ce qui tourne autour de la préservation de l'individu, peu ou prou, en tout cas ça sera le cas à l'horizon 2025, c'est 20% du PIB. Donc la santé, le secteur biomédical devient l'un des principaux champs économiques de la société. Et donc, pour les chercheurs publics, comme des gens comme moi, donc au service du public, on est aussi au service du développement économique pour une branche qui représente 20% du produit national brut et donc une source de richesse importante. Alors, où se font ensuite les tensions? Eh bien, les tensions se font à partir du fait qu'on ne regarde pas les choses avec le même angle, on ne regarde pas les choses avec la même approche, selon qu'on est un porteur d'intérêt ou selon qu'on est un porteur d'action, un porteur de part, un porteur d'intérêt économique, un porteur d'intérêt social ou un porteur d'intérêt économique. Qu'est-ce que veut l'industriel? Qu'est-ce que veut l'industrie pharmaceutique? Et vous avez le droit de m'interrompre et de me contredire si vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, vous voulez qu'il y ait des bonnes pratiques. Vous voulez que le process d'élaboration du soin, le process d'élaboration du produit, le process de distribution soit bon. Il faut évidemment un coût-bénéfice-risque optimal. Il faut que le rapport du producteur et du consommateur soit là. Vous n'allez pas produire quelque chose qui n'aura pas de consommateur et inversement, vous cherchez à produire quelque chose pour le plus grand nombre de consommateurs. Et puis ce qui vous intéresse, c'est la balance qu'il y a entre la sécurité, l'efficacité, la propriété intellectuelle, n'est-ce pas, chère Isabelle, et un certain nombre de profits parce que l'industrie ne peut pas avancer sans profit. Bon, en face de ça, qu'est-ce que veut la société? La société, quand elle n'est pas dans ce cadre-là, parce que c'est quand même les mêmes qui, à un moment donné, sont dans cette colonne et qui, en tant que patients ou en tant que personnes payant leurs impôts ou en tant que personnes membres d'associations de patients, vont basculer là. Ben, elle veut que ces bonnes pratiques, c'est très très bien. C'est formidable que votre produit ait été fait dans des conditions d'efficacité, de biodiversité, etc. Formidable. Mais enfin, si c'est un produit non éthique, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas qu'on produise dans des conditions absolument parfaites de bonnes pratiques un poison. Vous voulez que ce soit un bon ratio bénéfice-risque, mais pas seulement pour la poche de l'industriel. Vous voulez que ce soit un bon ratio bénéfice-risque pour la société. C'est ce qu'on appelle le service médical rendu, qui est essentiel dans cette dimension. Vous êtes d'accord de rapprocher le marché, le producteur du consommateur, mais ce qui vous intéresse, c'est surtout de répondre à des besoins. Vous voulez un médicament contre l'Alzheimer, vous voulez un médicament contre le cancer. Et puis, vous voulez établir un certain nombre de priorités. Vous voulez qu'il y ait une accessibilité aux soins, donc que le coût en particulier du traitement le rende disponible pour tous ceux qui en ont besoin, et donc vous voulez qu'il soit abordable. Ça a été toute la question quand la trithérapie a été mise au point, du fait que le coût, qui était pour les pays européens autour des années 2000 de l'ordre de 15 000 € par patient et par traitement, était inaccessible pour les pays du Sud, et que à travers un certain nombre d'organisations et à travers un certain nombre de licences d'office et de médicaments génériques, il a été possible de casser ce coût presque du jour au lendemain de 15 000 € à une centaine d'euros. Donc vous voyez que le point de vue des uns et des autres est différent. Et le point de vue des uns et des autres est différent parce que nous partons de notre pratique professionnelle et nous partons de notre pratique sociale et philosophique. Si maintenant je balaye dans mon champ, le champ scientifique, vous voyez que la question, par exemple, de la recherche sur l'embryon, eh bien, pour un scientifique, c'est une question de questionnement scientifique. Où se situe le premier âge de la vie? Est-ce que la linéarité du temps qui a fait l'histoire occidentale reste vraie aujourd'hui, alors que le mythe d'Oedipe, quand il répond au sphinx, qu'est-ce qui a à 4 pattes le matin,
2 à midi et 3 le soir, c'est-à-dire l'enfant qui marche à 4 pattes, l'adulte qui marche sur ses 2 pattes et le vieillard qui cède de sa canne, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui où nous avons les IPS, où on peut prendre un fibroblaste d'une personne de 97 ans, comme l'a fait Jean-Marc Lemaire à Montpellier, et grâce à un cocktail un peu enrichi à base des gènes de Yamanaka, arriver à reprogrammer cette cellule en cellules souches pluripotentes induites. De l'autre côté, la société veut un encadrement qui est lié à ses croyances, à ses philosophies, de ce que c'est que le début de la vie, un encadrement qui est évolutif pour Saint-Augustin, pour saint Thomas d'Aquin. Le début de la vie, enfin en tout cas l'incarnation, n'était pas du tout ce que croit le pape actuel. C'était pas dès la conception, c'était pas dès la fécondation. Pour Saint-Augustin et saint Thomas d'Aquin, on était encore dans le principe d'Aristote et du judaïsme, d'une incarnation différée, 40 jours après la conception. Et au concile de Nicée, il avait même été discuté de savoir si c'était le même timing pour les filles et pour les garçons. Et en 672, ces braves cardinaux s'étaient mis d'accord qu'il y avait une petite différence, 40 jours pour les garçons, 80 jours pour les filles. Je vous renvoie à la note genre que publiera aussi le comité d'éthique de l'INSERM mardi prochain. Alors, encore une illustration de ces différences de point de vue. Nous, scientifiques, le DNA, ça fait des protéines, et les protéines, ça fait le vivant. Pour l'industrie pharmaceutique, j'exagère un peu, allez, soyons provocateurs, le DNA, ça fait de l'ARN et des protéines, et normalement, ça doit finir par faire des recettes. Et puis pour les personnes, le public, le DNA, c'est super. Grâce à l'AFM, on sait ce que c'est le gène, l'ADN. Les ARN, pas encore, mais ça va venir. Les protéines, on en a entendu parler, il y en a dans le lait, ça fait la crème, ça coagule. Mais tout ça, ça n'intéresse que si ça fait un traitement. Donc vous voyez que les points de vue des uns et des autres ne sont pas opposés, ils sont simplement différents. Et que ce qui va faire la tension éthique, c'est la rencontre de ces différents points de vue dans une interaction des uns avec les autres. Alors nous, au niveau de l'INSERM, notre mission, c'est d'animer cette réflexion à partir des pratiques de recherche. Nous ne nous intéressons pas à l'INSERM, dans le comité d'éthique de l'INSERM, à des questions qui ne ressortent pas directement des pratiques de recherche. Je vais vous prendre un exemple. La recherche sur l'embryon, ça nous intéresse. Il y a des unités INSERM qui voudraient chercher sur l'embryon et qui ont des difficultés à cause de l'encadrement actuel. Nous essayons d'examiner les conditions dans lesquelles les recherches seraient possibles. Le fait de savoir si la procréation médicalement assistée peut ou non être ouverte à des personnes de même sexe, pas une question de recherche à l'INSERM. Donc le premier aspect, la recherche sur l'embryon, nous intéresse. Le deuxième aspect, c'est pour le Comité consultatif national d'éthique. Nous cherchons donc à ce que les chercheurs de l'INSERM, et ça vaut pour ceux du CNRS aussi, intègrent dès l'origine dans leur projet les questions d'éthique, que ça concerne l'humain ou que ça concerne la recherche chez l'animal. Et donc pour ça, nous cherchons à anticiper les questions qui vont se poser. Anticiper les questions qui se poseront demain par l'utilisation clinique des cellules souches pluripotentes induites, les IPS. Il y aura un séminaire, par exemple, dans le cadre de la chaire de Bernard Meunier au Collège de France, dans lequel on s'interrogera sur, dans l'état actuel des connaissances, la stabilité ou l'instabilité du génome de ces cellules et la sécurité d'utilisation de ces cellules. On cherche à sensibiliser les personnels à ces questions d'éthique et on cherche, par les notes qu'on publie, à contribuer. Alors, j'ai combien de temps, Isabelle ? Pas plus. Bon, je vais m'arrêter sur ce petit cartoon et essayer de répondre à vos questions. Quels sont les grands enjeux ? On peut dire au fond que les grands enjeux, c'est de ne pas se laisser entraîner par le vertige technologique
et la promesse de certains intérêts économiques. C'est l'illustration, par exemple, du fait que pendant des années, on a essayé de nous vendre le séquençage du génome comme la lecture du grand livre de la vie. Et puis depuis 2000, il est fait. C'est pour ça que la Poste anglaise a publié ce livre en 2000. Et vous voyez que la nouvelle médecine, c'était de lire dans l'ADN. On lisait à livre ouvert le grand livre de la vie. On faisait de la génomancie. Et puis est arrivée toute l'épigénétique. Et on sait aujourd'hui que si quelques maladies peuvent avoir clairement des bases dans l'ADN, elles sont quand même en nombre extrêmement restreint. Il faudrait faire attention que les développements, par exemple en imagerie médicale, là, pour balayer devant ma porte, j'ai pris une IRM pour l'imagerie du cerveau, ne deviennent pas le même type de vertige technologique dans lequel on pourrait éventuellement détecter, par exemple, des maladies neurodégénératives aujourd'hui sans traitement, 10, 20, 30 ans avant l'apparition des premiers symptômes. La différence entre le process biologique, la dynamique biologique, être capable de diagnostiquer une anomalie de l'amyloïde, et réellement la maladie d'Alzheimer, qui est l'apparition de symptômes. La question de l'évaluation réelle de ce que nous appelons prédictions, ce sont des prédictions statistiques, ce sont des facteurs de risque. Qu'est-ce qu'il en est pour un individu donné? Qu'est-ce que ça veut dire un risque augmenté d'1,25 ou d'1,32? Il faut l'expliquer au public, il y a sûrement beaucoup d'éducation. Et puis toutes les questions de l'enhancement, de l'amélioration, où se situe la frontière entre l'intervention thérapeutique et l'intervention cosmétique. 3 petits champs de recherche qui, j'en suis sûr, vous occuperont un peu au-delà du week-end. Merci beaucoup, Hervé.